La guerre exerce une telle pression que, comme l'eau qui trouve la faille dans un barrage, la guerre et ses pressions cherchent les défauts de l'individu pour le briser. Ce qui rend la guerre unique, c'est le chaos. Dès que la bataille commence, les choses se mettent à mal tourner et le chef doit, d'une manière ou d'une autre, maîtriser ce chaos plus rapidement que son adversaire. Selon moi, c'est le secret du succès. Le mauvais commandement tue des gens. Et ce n'est que quand vous voyez un de vos amis dans un sac en plastique, au point de ne plus reconnaître son corps et d'apprendre seulement plus tard que c'était lui, que vous mesurez combien les conséquences sont on ne peut plus réelles et définitives. Un chef est un VRP magicien, car sur un champ de bataille, il vend ce qu'il y a de plus difficile à vendre. Venez mourir avec moi. L'histoire a montré que 3 facteurs imprévisibles déterminent si un chef sera bon ou mauvais. Premièrement, la qualité de ceux qui le suivent. Deuxièmement, son entraînement pour résister au stress de la bataille. Et troisièmement, sa constitution psychologique. À l'Académie militaire américaine de West Point, on s'efforce de rendre le premier de ces facteurs plus prévisible grâce à une sélection méticuleuse. Choisissez le bon cadet et vous aurez un grand chef. Choisissez-en un mauvais et son incompétence ne fera que s'accroître. On connaît les qualités qui font les officiers de talent et nous recrutons donc en fonction d'elles. Nous voulons des jeunes gens qui n'ont pas peur de transpirer, qui n'ont pas peur du contact physique en sport, au football américain, au basketball, etc. Pourquoi j'ai été retenu? Parce que je suis génial. Je suis pluridisciplinaire. Je n'ai pas qu'un savoir académique. Je suis en bonne condition physique et je sais jouer d'un instrument de musique. Mais nous cherchons aussi l'invisible, la capacité à agir sous la pression, à bien travailler quand l'environnement devient chaotique ou très ambigu, ou encore les gens capables de définir leurs propres objectifs dans une situation confuse qui est la nature même du champ de bataille. Nous essayons de stimuler le questionnement intellectuel. Nous voulons quelqu'un qui n'a pas peur de demander pourquoi ou pouvons-nous faire mieux et s'il faut faire mieux, comment s'y prendre. Nous ne pouvons pas scruter le cœur d'un individu, son psychisme, pour voir s'il est pur, s'il a le cœur d'un soldat ou le désir virginal de servir pour de bonnes raisons. Nous avons des fils de millionnaires, des filles d'une mère célibataire noire venant des pires quartiers du pays. Nous avons des fils de membres du Congrès. Tous les milieux se retrouvent dans nos rangs. Il n'y a pas que ce qu'on peut appeler le haut du panier. Ce n'est pourtant qu'à partir de la fin des années 1890 que la sélection s'est faite au mérite.
Le 19e siècle fut l'époque des grands fossés sociaux, des armées de conscrits et des officiers de la haute bourgeoisie. Les officiers étaient souvent les cadets de riches propriétaires terriens ou de jeunes aristocrates en mal d'aventure, très habiles pour mener une valse, mais souvent inaptes à conduire des hommes au combat. C'était une armée très différente de celle d'aujourd'hui. Vous pouviez acheter votre charge jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Et on ne cherchait aucune qualité particulière chez ces officiers, hormis peut-être leurs talents sociaux. Dans les années 1830, l'armée britannique regorgeait de parfaits gentlemen, comme le général William Elphinstone. Sa fortune, son charme et son nez aristocratique lui avaient valu non pas d'être sélectionné, mais de se retrouver officier. Rien de surprenant donc à le voir finir sa carrière en Inde. Mais c'est alors qu'on lui ordonna de quitter son bureau pour prendre le commandement de l'armée. L'Empire britannique contrôlait l'Inde d'une main de fer, mais devait sécuriser les routes commerciales du Nord franchissant les cols de la frontière afghane. L'homme affable qu'était Elphinstone semblait le candidat idéal pour cette mission. Mais l'affabilité n'est pas forcément la marque des grands chefs militaires. 1841, arrivé en Afghanistan. 1841 et un jour, première bourde. Elphinstone installe ses cantonnements à plusieurs kilomètres de la capitale, Kaboul, loin des sources de ravitaillement et dans un site vulnérable en cas d'attaque. Mais suffisance et arrogance riment avec Empire britannique. Les Anglais se croient invulnérables. Les officiers ont commencé à faire venir d'Inde leurs épouses et leurs enfants. Et la vie sociale était importante. Il y avait une course hippique, des rencontres de cricket, les régiments avaient fait venir leur musique, un des régiments de cavalerie avait apporté une meute de chiens courants, et tout ce petit monde s'est installé comme en temps de paix dans une garnison d'Inde ou d'Angleterre. Ils n'ont certainement à aucun moment imaginé à quel point leur situation était précaire. Les Afghans étaient extrêmement indépendants et supportaient très mal la présence britannique. Deuxième erreur d'Elphinstone, ne pas faire sentir sa présence militaire. Pour lui, il ne s'agissait que d'une affaire politique. Son travail consistant à être le garde du corps discret de l'envoyé britannique William McNaughton, qui traitait avec les tribus locales. Il pensait, à tort, ne pas avoir besoin d'afficher sa puissance. Plutôt bêtement, Sir William McNaughton a décidé de réduire les subsides versés aux tribus pour garder ouvertes les routes entre Kaboul et l'Inde. C'est ce qui a vraiment ouvert les hostilités, car les tribus entre Kaboul et l'Inde ont aussitôt commencé à attaquer les convois britanniques et à créer des troubles. Les politiques ont commis une grossière erreur. Ils n'ont pas respecté leur accord financier avec les tribus qui l'ont très mal pris. Le problème se posait dès lors en termes militaires, et Elphinstone aurait dû sortir de l'ombre pour faire son travail. Au lieu de ça, il tolère les attaques et n'offre aucune protection aux gens qu'il est censé diriger. C'est sa troisième erreur. Les attaques sont de plus en plus violentes. La chose évidente à faire aurait été d'envoyer une colonne en ville pour arrêter les chefs de la révolte et les punir en conséquence. On raconte une anecdote à propos de la réaction d'Elphinstone. En sautant sur son cheval, il est tombé tant il avait engraissé en vivant dans l'oisiveté. L'épouse d'un de ses officiers écrivit dans son journal intime « Il est aussi faible de corps que d'esprit ».
Il se plaignait de rhumatisme et de gouttes, des maladies non seulement très débilitantes, mais incapacitantes. Pendant de longues périodes, il ne pouvait même pas sortir de son lit. Il était, je pense, complètement invalide, et donc incapable de se concentrer sur sa tâche. Elphinstone n'a aucune maîtrise sur le chaos de la guerre. Les Britanniques sont isolés, vulnérables, ils se font tuer. Et l'incapacité de leur chef à faire preuve d'autorité s'accompagne d'un rare talent pour prendre les mauvaises décisions. Elphinstone avait trois options. La première était de rester dans son cantonnement et de le défendre. La deuxième était de réoccuper le Bala Hissar, la grande forteresse de Kaboul, et de le défendre. Ces fortifications étaient bien plus solides que celles du cantonnement. La troisième option, celle sur laquelle tous se sont mis d'accord, la plus folle des trois, consistait à se replier sur Jalalabad en traversant le territoire des tribus qui avaient justement mis le feu aux poudres lorsqu'on leur avait coupé leurs moyens de subsistance. La quatrième erreur d'Elphinstone, c'est d'entamer des négociations avec les Afghans pour s'assurer un repli sans combat. Sa cinquième, lorsque MacNaughton se rend auprès des tribus, c'est d'oublier de lui adjoindre une escorte armée, ce qui vaut à celui-ci d'être mis en pièces. Sa sixième, c'est d'avoir cru que ces mêmes Afghans tiendraient parole et le laisseraient se replier. Malgré le carnage qui l'entoure, Elphinstone pense qu'il va s'agir d'une promenade de santé. Les troupes britanniques se préparent à partir. Nous devons abandonner la majeure partie de nos biens. Winfrom s'efforce de sauver quelques-uns de ses précieux ouvrages. Parmi ceux que nous laissons, j'ai trouvé une œuvre de poésie, et étrangement, un de ses vers me hante jour et nuit. Peu reviendront de cette guerre, la neige sera leur suaire, et chaque motte d'herbe sous leurs pieds sera d'un soldat le mausolée. Il y avait 4500 combattants et environ 12 000 civils, des domestiques, des familles, des parasites, des non-combattants. Dès qu'ils quittent le cantonnement, les ennuis commencent. Des coups de feu claquent au moment où les derniers partent. Le cantonnement est rapidement pillé. Dès lors, Elphinstone et ses hommes vont être harcelés en permanence. Il m'est impossible de décrire nos sentiments tandis que nous poursuivions notre route à travers les scènes horribles qui nous attendaient. Les routes étaient couvertes de corps déchiquetés, tous dénudés. C'était une vision d'horreur. L'odeur du sang était écœurante et il y avait tant de cadavres qu'il était impossible de ne pas les voir. Les Afghans tirent du haut des montagnes. Les gens meurent de froid. Traînards et blessés sont taillés en pièces, décapités et éventrés. En seulement 35 km à travers une vallée en montagne, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont massacrés dans un bain de sang. Une des erreurs les plus graves de l'histoire militaire est en train d'avoir lieu. Et pourtant, même à ce moment-là, son auteur refuse de le reconnaître. Nos chefs sont tellement obtus qu'ils n'ont de cesse de nous répéter que les Afghans sont loyaux et que leur chef est notre ami. La retraite commence le 6 janvier. Et le docteur Brydon arrive à Jalalabad le 17. C'est le dernier de la colonne à être encore en vie. En 11 jours, ils ont donc perdu quelques 16 000 personnes. L'ultime erreur d'Elphinstone, c'est d'abandonner ses troupes et d'aller voir les Afghans pour négocier avec eux. Mais il est pris en otage et on ne le reverra jamais.
Il est mort en mai 1842, en captivité, avant l'arrivée de l'armée de secours à Kaboul. Certainement de fatigue et de maladie. On peut dire qu'Elphinstone était véritablement un chef incompétent. Aujourd'hui, un officier doit faire ses preuves pour monter jusqu'en haut de l'échelle. Et s'il a de graves défauts, ils sont ainsi mis en évidence bien avant qu'il s'approche du grade de général. Il est incontestable qu'Elphinstone était inapte au commandement. Ses seules circonstances atténuantes sont qu'il n'existait aucun critère de sélection. Les hommes comme lui, qui se retrouvaient officiers, y parvenaient grâce à leurs relations. Ils n'avaient donc aucune occasion de se mesurer aux complexités de la guerre, surtout s'ils étaient, comme Elphinstone, de braves petits vieux inconscients. La pression que la guerre impose à tout chef peut faire paniquer même un homme au caractère d'acier. Le second facteur imprévisible qui fait ou défait un chef, c'est donc son entraînement. A-t-il été formé pour affronter un tel stress? Mais même si la sélection des élèves officiers est très sévère, ce n'est qu'au combat qu'on découvre les qualités réelles. Et cette découverte coûte parfois des vies. Alors les armées modernes tentent d'éliminer ce facteur grâce à l'entraînement. La personne qui craque sera toujours celle qui manque d'entraînement. Tout un chacun a ses limites. À l'entraînement, vous pouvez facilement repérer ceux qui vont faire une bourde phénoménale. Et vous pouvez en général remarquer ceux qui vont très bien réussir. Mais il existe beaucoup de gens entre ces deux extrêmes qui paraissent très bons ou très mauvais à l'entraînement et se révéleront exactement le contraire lorsqu'ils seront dans le bain. Au National Training Center, en Amérique, on forme les futurs chefs des conflits mondiaux. À grand prix, 190 millions de dollars par an, et en utilisant le nec plus ultra en matière d'équipement, on leur fait livrer des batailles aussi réalistes que possible. C'est l'examen de passage pour voir si un chef est prêt pour se battre. Même si les simulateurs et les effets pyrotechniques remplacent les munitions réelles, pour eux ça fait vrai. Ça leur donne une idée assez précise du stress. Parlez-en avec eux, ils vous diront ce qu'ils en pensent. Quand on vous donne une mission, vous savez que vous allez devoir vous protéger coûte que coûte. Alors n'attendez pas qu'on vous l'ordonne. Faites-le. 5-6. Bonne chance. Vous êtes des bons gars. Votre bataillon casse la baraque. J'étais en Macédoine et en Bosnie. Ce sont mes deux dernières missions. Et je suis convaincu que le stress qu'on éprouve ici est aussi fort, parfois même plus, que dans un environnement hostile. Il n'existe aucun défi dans aucun domaine qu'on ne peut pas relever. Le sommeil, la fatigue, l'omniprésence de l'ennemi, les distances de communication, le rythme élevé, le mal du pays quand on est en opération extérieure, tout est reproduit ici. C'est ce qui rend ce terrain d'entraînement aussi réel pour un chef. D'après la théorie, quand on pousse les gens jusqu'à leurs limites, ils craquent et commettent des erreurs. Si un commandant est exposé au stress du combat lors de l'entraînement, il devrait mieux le gérer dans la réalité. On fait des erreurs dont on tire toujours des leçons. Tout le monde ici sait que même s'il fait une erreur, il retournera s'entraîner le lendemain. Mais on discute du fait que si c'était la réalité, ça ne se passerait pas comme ça. L'incompétence est d'après moi l'incapacité récurrente à faire les choses correctement. Mais il faut se souvenir que les chefs, surtout à leur début, commettent des erreurs.
J'en ai fait la première fois que j'ai commandé une brigade au combat pendant la guerre des Malouines. Mais j'ai essayé d'apprendre grâce à mes erreurs et de ne pas les répéter. Lorsque la Grande-Bretagne part affronter l'Argentine à propos des îles Malouines, en 1982, le général Thompson est nommé commandant des forces terrestres. Et lors de l'invasion, il doit prendre la capitale, Port Stanley, en créant une diversion. Au poste qu'il occupe, il manque d'expérience. Un véritable test grandeur nature de son entraînement à maîtriser le stress du combat. Va-t-il être à la hauteur de la situation? Nos ordres étaient de tenir la tête de pont, mais aussi de faire pression sur l'ennemi pour lui saper le moral en l'attaquant. Le seul ennemi à notre portée, c'était la garnison de Goose Green. J'ai donc décidé d'envoyer le 2e bataillon du régiment de parachutistes pour s'en emparer, afin de détourner l'attention de l'ennemi du reste des troupes qui rejoignaient la hauteur entourant Port Stanley. Je n'ai pas donné les ressources suffisantes au bataillon, car pour moi, ça n'était qu'une diversion. J'aurais dû envoyer une autre unité pour lancer une attaque avec 2 éléments de brigade. Mais une des autres raisons pour lesquelles je ne leur ai pas donné les ressources demandées, les blindés légers, c'est que je pensais que ces véhicules n'arriveraient pas jusque-là, car le terrain était tourbeux. Or, j'avais complètement tort, il serait passé. Les conséquences de mon erreur furent que la bataille a duré 14 heures et qu'elle a fait plus de morts que si j'avais lancé une attaque avec 2 éléments de la brigade avec plus de soutien. Le chef de corps du 2e bataillon, le régiment de parachutistes, a été tué. Herbert Jones. J'ai entendu l'annonce de sa mort à la radio. Je le connaissais. J'avais travaillé avec lui avant. Et je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là de m'attarder sur sa mort ou de le pleurer. Je l'ai fait plus tard. Il faut prendre sur soi et y penser plus tard. Ça ne m'aurait pas rendu service de m'effondrer dans mon PC devant tout mon état-major. Mes hommes se seraient dit « Oh là, ça ne va pas du tout, le patron s'effondre ». Et ils auraient certainement perdu leur confiance en moi. Je m'en veux d'avoir pris cette décision. C'était la mienne et la mienne seule. Je l'ai affronté en admettant que j'avais commis une erreur, que malheureusement je ne pouvais pas le ramener, mais que son bataillon avait rempli sa mission à la perfection, que les objectifs avaient finalement été atteints grâce au courage et aux qualités des soldats. A man can have no greater love than to lay down his life for his friends. You are my friends. Julian Thompson avait été promu à un poste dépassant son niveau d'expérience, mais pas son niveau de compétence. Il a commis des erreurs qu'il a eu le courage de reconnaître. Il s'est adapté et surtout, il n'a pas craqué. Cela tient en grande partie à l'entraînement qu'il avait reçu pour faire face au stress du combat. L'importance accordée aujourd'hui à cet aspect de la formation est le résultat de l'analyse des armées du 19e siècle qui n'étaient que très peu entraînées. À l'époque, face au stress du combat, bien souvent le chef craquait. À sa mort en 1908, le général Redvers-Buller a laissé l'image d'un homme qui avait craqué. C'est à son propos que fut inventée la formule « excellent commandant, colonel médiocre, général catastrophique ». Jeune officier, il s'était battu en Afrique et avait fait la preuve de sa vaillance et de son courage. D'un tempérament fougueux et passionné, son seul problème était, semble-t-il, de réussir à canaliser son énergie dans la bonne direction. Il avait un sale caractère et il le savait. Et il éprouvait les pires difficultés à se contrôler. À l'âge de 16 ans, il avait perdu un match de rugby en jouant l'adversaire plus que le ballon.
Et il avait reconnu après coup que dès cet instant, il avait tout fait, souvent sans succès, pour parvenir à se contrôler. En 1899, les Britanniques affrontent les Boers en Afrique du Sud. En raison de ces hauts faits, Buller est bombardé commandant en chef, un poste dépassant largement son niveau d'expérience, et les limites de ses compétences vont rapidement se révéler. On pensait que tout serait terminé autour de Noël, que Buller n'aurait qu'à apparaître. On s'attendait à ce qu'il entre facilement en vainqueur à Pretoria. Il ne voulait pas particulièrement de ce poste. Il attendait avec impatience une retraite confortable et heureuse. Et il avait également, de toute évidence, des doutes quant à ses capacités d'être un bon numéro 1. J'ai toujours pensé que j'étais meilleur en numéro 2 dans une situation militaire complexe plutôt qu'au poste de commandant en chef. Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où toutes les responsabilités reposaient sur moi. Cher général Redvers, un petit mot simplement pour vous souhaiter bonne chance, vieux bandit. Nous comptons tous sur vous. C'est un fichu imbroglio, mais vous êtes l'homme qu'il faut pour le démêler. À l'arrivée de Buller, 3 villes britanniques ont déjà été assiégées par les Boers. Ladysmith au Natal et Kimberley et Mafeking dans la province du Cap. À Ladysmith, environ 15 000 soldats britanniques étaient encerclés par les Boers. D'après Buller, c'était là que la situation était la plus dangereuse. Peu habitué à concevoir une stratégie, Buller se concentre sur les détails, c'est-à-dire ce qu'il pense pouvoir gérer. Il doit aller au Natal, y assurer le commandement et dégager Ladysmith. Et pour lui, le seul moyen d'y arriver, c'est de s'ouvrir un chemin à travers les lignes des Boers. Sa première tentative a lieu à Colenso, où il tente un assaut frontal. Mais devant des armes modernes, ce n'est pas une très bonne idée. Stressé de voir que sa tactique échoue, il ne parvient pas à s'adapter, il n'a pas été entraîné à cela. La pression monte. Il avait constaté que rien ne tournait comme prévu à Colenso. Il avait vu son artillerie disparaître. Il avait vu l'Irish Brigade enregistrer des pertes effroyables. Il était donc en état de choc. Tout de suite après Colenso se tient une importante conférence de crise. Buller annonce au départ qu'il n'a pas assez d'hommes pour briser le siège de Ladysmith et il envisage la reddition. Et c'est totalement inacceptable. Vous êtes dans un abattoir, vous envoyez des gens à la mort et vous pouvez finir par vous dire « Mais quelle est ma mission? Pourquoi ces jeunes crèvent-ils? Et c'est moi le responsable. » Et ça peut vous plonger dans l'indécision, car vous perdez un ingrédient vital du commandement. Lequel? La confiance. Celle de Buller s'effrite rapidement. Ces événements seront surnommés la Semaine Noire, car 2 autres défaites suivent celle de Ladysmith. Buller est responsable, et en Grande-Bretagne, on pense que le grand guerrier a craqué. On envoie donc un officier moins gradé, le général Warren, pour le seconder. La bataille suivante, à Spion Kop, sera l'erreur la plus coûteuse de Buller. Le plan prévoyait qu'une force s'approche de Ladysmith pour faire diversion, pendant que la force principale passerait par les vallées pour atteindre la ville. Warren est à la tête d'une des 2 forces, mais trop prudent, il hésite. En tant que supérieur, Buller aurait dû lui donner l'ordre de continuer, mais lui-même panique et n'assume pas le commandement. Et le stress du combat le pousse ainsi à commettre une erreur fatale. Sans logique apparente, Warren veut renoncer à la progression dans les vallées pour prendre les collines de Spion Kop. Et pour des raisons qui demeurent floues, Buller accepte et bouleverse son plan. Pendant plusieurs jours, il s'est demandé s'il devait, oui ou non, relever Warren de son commandement. Et il a ensuite commis l'erreur, et il le savait, de ne pas le faire. Il n'y a pas eu de doctrine de commandement au sein de l'armée britannique jusqu'à une date avancée du XXe siècle. On ne comprenait pas avec précision quel devait être le rôle des commandants en chef. Parfois, ils intervenaient alors qu'ils n'auraient pas dû,
Parfois, alors qu'ils auraient dû intervenir, ils ne l'ont pas fait. De nuit, dans le brouillard, Spionkop est pris sans grande difficulté. Mais au matin, il s'avère que les troupes qui fêtent la victoire ne sont que sur un plateau en contrebas des collines et des fusils de l'ennemi. Et celui-ci s'en donne à cœur joie. Très vite, des centaines de cadavres anglais jonchent le sol. Curieusement, Buller fait évacuer les soldats occupant des positions qui leur auraient permis de limiter le massacre. Il est paralysé par son manque de confiance en lui et est horrifié de voir ses hommes mourir. Il affronte le stress du combat, mais il n'a pas l'entraînement nécessaire pour le gérer. Il craque. Il savait que les choses allaient mal et qu'il était en train de faire une erreur. J'aurais dû assumer moi-même le commandement. Je m'en veux maintenant de ne pas l'avoir fait. Je m'en suis abstenu pensant que j'allais discréditer le général Warren aux yeux de ses hommes. Si j'avais été abattu, s'il avait dû se replier sur l'autre rive de la Tugela, et si ses hommes avaient perdu confiance en lui, les conséquences auraient été très sérieuses. C'était un cas de conscience pour Buller. Il aimait ses hommes et il ne supportait pas de les voir mourir. Mais du coup, il a hésité et c'est ce qui a entraîné leur mort. Buller n'a jamais eu la capacité d'appréhender la situation dans son ensemble, ce qui permet à un chef d'endurer la mort de ses soldats. Aujourd'hui, après des dizaines d'années d'analyse, les psychologues échafaudent des théories pour expliquer pourquoi cet homme disait être taillé pour n'être que numéro 2. Pourquoi dire une chose pareille? Je dirais que c'est parce qu'il avait besoin du soutien de quelqu'un dans les décisions qu'il prenait et les actions qu'il entreprenait. Ça venait peut-être de son enfance. Sa famille était affectueuse. Son père était un personnage un peu distant, mais Buller avait des liens forts avec ses sœurs. Il avait été élevé par une mère très affectueuse qui est décédée tragiquement quand il n'avait que 16 ans. Le problème pour lui, c'est que même une fois devenu officier supérieur, il est resté le petit garçon à sa maman, ce qui a toujours limité sa capacité à prendre des décisions et son objectivité. Ne pas se sentir accepté par les autres était terrible pour lui. Il n'avait pas l'instinct du tueur. Ce qui est tragique également, c'est qu'il se retrouve à un poste pour lequel il n'est pas fait. En 1900, le général Roberts arrive d'Angleterre pour prendre le commandement et Buller devient son adjoint, retrouvant ainsi son niveau de compétence. Une fois que ce fardeau ne pèse plus sur lui, il parvient à bien plus se concentrer sur sa tâche, à savoir dégager Lady Smith. Et la ville est libérée fin février 1900. Buller a été victime du deuxième facteur imprévisible, ne pas avoir été entraîné à assumer l'horreur d'un commandement suprême. C'était un homme de qualité, mais en définitive inapte au leadership. Capable d'inciter ses hommes à le suivre au combat, mais une fois promu à son niveau d'incompétence, incapable de les diriger à la guerre. La guerre fait ressortir le meilleur et le pire d'un individu. Malgré une sélection rigoureuse et un entraînement complet, un chef peut échouer si les défauts de son caractère ressortent sur le champ de bataille. C'est le troisième facteur qui affecte le commandement. La compétence de certains chefs sera toujours limitée par leur personnalité, et le pire défaut d'un commandant, c'est son ego. Je trouve le commandement extrêmement gratifiant et je veux y exceller. C'est le côté égo. On veut être bon dans ce qu'on fait. On voudrait même être le meilleur, mais ce n'est pas forcément possible.
Il existe deux types de soldats. Celui qui est monté en grade, qui est intègre et qui a son franc-parler, et la seule raison pour laquelle il est dans l'armée, c'est pour diriger des hommes et protéger son pays, car il est profondément patriotique. Et il y a le calculateur au sang-froid, l'officier d'état-major qui ne s'intéresse pas à ses hommes. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est sacrifier des hommes à la gloire du chef. Quand on commet ces erreurs dans le cadre d'une bataille, des jeunes hommes meurent. Ce sont eux qui payent le prix de l'ambition, de la stupidité d'un autre. Le 8 mai 1945, la guerre entre l'Allemagne et les Alliés est terminée. Les dirigeants nazis sont ensuite jugés pour crimes de guerre. Hitler est mort, le Troisième Reich n'est plus, et Hermann Göring est le nouveau Führer. Cet homme semble avoir commis tant de bourdes au cours de sa carrière qu'on a du mal à croire qu'il puisse garder la tête haute. Pourtant, un bon nombre de Britanniques lui sont reconnaissants de ses erreurs, car elles leur ont permis de survivre. Lors de l'évacuation de Dunkerque en 1940, la Wehrmacht était sur leurs talons. Göring, chef de la Luftwaffe, se glorifia auprès d'Hitler de pouvoir tous les tuer avec ses avions sans risquer la vie de troupes au sol. Mais lorsque ces avions survolèrent la zone, il apparut vite qu'il était impossible d'éliminer des soldats courant sur une plage. Et 250 000 Britanniques parvinrent à s'échapper. L'erreur de Göring priva ainsi l'Allemagne d'un succès facile et peut-être de la victoire finale. Le monde entier étonné regarde cet homme. Est-il un gaffeur imbécile, un soldat vaincu ou un monstre psychopathe? Hermann Göring n'était pas fou. Par moments, j'appréciais la compagnie de Göring. Ni psychotique. Quand j'entrais dans sa cellule, il sautait sur ses pieds et me disait « Venez vous asseoir à côté de moi, je suis vraiment ravi de vous revoir. » À l'évidence, il n'était pas fou. On respectait son courage, son intelligence, son sens de l'humour. Donc, dans une autre vie, on aurait pu se dire « Ce serait sympa d'être ami avec ce type-là. » Mais ensuite, on étudiait ses œuvres et son comportement lorsqu'il avait été au sommet. Et dès lors, on voyait presque une personnalité dédoublée. C'était peut-être difficile à comprendre en 1945. Mais il apparaît aujourd'hui que c'était quelqu'un de très complexe. Göring avait été un as de la Première Guerre mondiale, un héros national qui jurait que l'Allemagne retrouverait sa grandeur, et il croyait avoir les qualités nécessaires pour la lui rendre. On lui a fait passer des tests d'intelligence et on a découvert qu'il était plus doué que 99% de la population. Lors des tests psychologiques pour évaluer la personnalité, le psychologue demande au sujet ce qu'il voit. Avec Hermann Göring, un certain nombre de défauts de caractère sont apparus qui montrent qu'il faisait un piètre chef. Il a donné une réponse devenue célèbre à la planche 3, où il voit deux personnes en train de se disputer. La silhouette d'un homme ouvert avec deux moitiés identiques et les entrailles au milieu. Peut-être qu'ils discutent de manière animée, peut-être deux médecins qui se disputent des organes de cet homme. On a alors interprété cela comme signifiant que Göring était un homme arbitraire et agressif. Et puis en haut de la planche, il y a des taches rouges. Et il a dit... Les taches rouges, je ne vois pas. Je ne sais pas ce que c'est que ces trucs-là. Du diable si j'en ai la moindre idée. Et il a jeté les planches à deux mains, comme si elles n'existaient pas. Pas besoin d'être psychologue pour se faire une idée de ce qu'il ressentait vis-à-vis des gens et des races qui lui semblaient inférieures. Je ne sais pas ce que c'est, débarrassons-nous-en.
Son plus grand défaut, c'était son côté narcissique, qui empiétait sur toutes ses activités. Il rêvait de devenir le chef suprême de toute l'Allemagne. Donc, bon nombre de ses décisions ont été influencées par ce besoin irrépressible de réussite personnelle. Rien à voir avec des raisons stratégiques liées à l'Allemagne en guerre. L'image qu'il avait de lui-même devait être très mauvaise. Il a dû traverser des périodes de dépression nerveuse et c'était pour lui un moyen de surcompenser et de se sentir bien par rapport à lui-même. Parfois on entre dans un magasin, on achète quelque chose et on se sent un peu mieux. On sort notre carte de crédit et on se sent mieux parce qu'on a acheté quelque chose, une bague, un livre, n'importe quoi. Lui, il s'offrait des pays. C'est lui le cerveau derrière l'annexion de l'Autriche. C'était pour lui une sorte de bon coup. Après l'Anschluss, Göring se sent devenir maître de l'univers et le peuple allemand l'adore. Il accapare tous les postes de haut niveau du parti nazi et décroche une 6e étoile de général. Il joue le rôle d'un demi-dieu et il le savoure. Les caractéristiques de sa personnalité sont à double tranchant. D'un côté, le narcissisme, l'opinion surdimensionnée de lui-même l'ont aidé dans sa carrière. Les titres officiels qu'il a collectionnés ne peuvent pas se compter sur les doigts des deux mains. Mais en fin de compte, c'est aussi ce qui a causé sa perte, car il ne s'intéressait qu'à lui-même et n'a pas compris que pour gagner la guerre, il fallait créer une équipe et non jouer Hermann Göring contre le reste du monde. Voici ce qu'il y a de plus important pour comprendre la personnalité de Göring et sa soi-disant incompétence. Il aimait la belle vie, le confort, porter de beaux uniformes, collectionner des œuvres d'art. Donc, pour ne pas perdre son statut, ses décisions étaient dictées par son désir de mener la grande vie et d'être au firmament de la société. Mais Göring aime le pouvoir plus qu'il n'en accepte les responsabilités. Son ego débordant et son cœur fragile doivent être apaisés. Il consacre plus de temps à piller les musées et à amasser une fortune personnelle qu'au ministère de la guerre. Il suit une logique dangereuse. J'ai besoin du pouvoir, je tire le pouvoir d'Hitler que j'adore, je ne dois pas perdre ses faveurs sinon je perdrai le pouvoir. Alors, il commence à mentir. Il confortait toujours Hitler dans ses envolées excentriques. Ce fut son erreur en tant que chef militaire. Je me souviens d'un incident. Göring avait apporté la maquette d'un avion à réaction à Hitler. Ce dernier lui a demandé combien il en avait. Göring a rétorqué qu'il pouvait en faire fabriquer 500. Hitler a donc développé une stratégie fondée sur ces 500 appareils qui n'existaient pas. Göring s'était vanté. Il pouvait se vanter, exagérer et mentir avec un aplomb remarquable. Il dit à Hitler que ses avions peuvent éliminer les Britanniques en 5 semaines. Il dit avoir détruit les radars de défense anglais. Il dit avoir plus d'avions que les Américains. Autant de mensonges. Mais pour Göring, tout ce qui comptait, c'était sa relation avec Hitler. À la naissance de Göring, toute la famille, y compris les frères et sœurs plus âgés, est partie à Haïti pendant 3 ans. Il n'y avait pas de mère dans la maison. Et il n'a sans doute jamais ressenti une véritable confiance envers qui que ce soit. Et il ne s'est jamais senti proche de quelqu'un au cours de sa vie. Hitler est devenu en quelque sorte sa mère de substitution et il s'est montré totalement faible face à lui. Et Göring commet alors son erreur la plus grave. Les Allemands se sont aventurés trop loin en Russie et sont encerclés à Stalingrad. Hitler cherche conseil auprès de Göring, sans comprendre les risques qu'il y a à écouter ce courtisan. Le pont aérien qu'il propose pour Stalingrad marque le tournant de la guerre. La 6e armée était encerclée. Et un moyen d'aider les 250 000 soldats allemands au début de l'hiver consistait à assurer un ravitaillement aérien.
On élabore donc une stratégie en partant du principe que la Luftwaffe est capable de remplir une telle mission. Ils calculent que pour ravitailler tous ces hommes, il faut larguer 700 tonnes par jour. Du jamais vu. Et Göring lance, je pense qu'on peut y arriver. Ça semble faisable. Il aurait dû dire à Hitler, nous n'avons pas assez d'avions. Mais il ne l'a pas fait. Comme nous le savons tous aujourd'hui, cela va se solder par un désastre incroyable. 6 000 Allemands. 6 000 seulement rentrèrent au pays. La défaite de Stalingrad entraînera la chute du Troisième Reich. On la doit sans doute à l'ego de Göring. Mais qu'importe, à Nuremberg, il se rengorge d'être le chef de la Nouvelle-Allemagne, semblant oublier que le parti nazi n'existe plus. Finalement, son rêve est devenu réalité, même s'il ne voit pas à quel point il sonne creux. Ne pas comprendre ce qui se passait, ou se comporter comme si c'était le cas, nous paraît déroutant. Mais ça nous montre la robustesse de cet homme. Le désastre économique, la torture, les camps de concentration, la solution finale, les milliers de soldats allemands morts, tout ça ne le touchait pas. Souvenez-vous de la planche 3. Enlevez-moi ça. Il a admis que certaines des choses qu'il avait faites étaient peut-être mal, mais elles étaient nécessaires à l'édification du Troisième Reich. Il fallait par exemple persécuter les Juifs. Et s'il avait fallu refaire la même chose pour atteindre ce but, je l'aurais fait. Il prétend l'avoir fait pour l'Allemagne, mais je pense qu'il l'a fait pour Hermann Göring. Aucune excuse. Ses seuls regrets, c'était d'être pendu comme un vulgaire criminel. Ça l'ennuyait profondément. Laissez-moi à nouveau souligner que je ne ressens pas la moindre obligation morale ou autre de me soumettre à une sentence de mort prononcée par des ennemis, les miens et ceux de l'Allemagne. Je pars pour l'autre monde avec joie et considère la mort comme une libération. J'espère la pitié de mon Dieu. Toute cette entreprise pour nous empêcher de nous faire du tort à nous-mêmes n'a jamais été motivée par le souci de notre intérêt, mais sert simplement à s'assurer que tout sera fin prêt pour le grand spectacle. Mais ne comptez pas sur moi. Dans sa cellule, Göring se suicide en avalant une capsule de cyanure. Il a échappé au bourreau dans un ultime élan de narcissisme. Il se regardait dans la glace et n'y a pas vu un criminel de guerre, mais un héros déchu. Alors, il a décidé que sa mort devait être à la hauteur de son existence. Il voulait qu'on le considère comme un grand Allemand. Il s'est dit que s'il se positionnait correctement, tous les Allemands auraient une statue de lui chez eux. Les chefs n'ont nul besoin d'être des surhommes, mais ils doivent être moralement, mentalement et physiquement aptes au commandement. Un grand chef peut arriver à ses fins avec un minimum de pertes. Un mauvais, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait jamais dû occuper ce poste, quelqu'un incapable d'affronter le stress du combat ou motivé uniquement par son ambition, ne pourra mener ses hommes qu'à la mort. L'incompétence est d'après moi l'incapacité récurrente à faire les choses correctement. Croire qu'on est trop malin, trop cultivé à propos de tout, être imbu de soi-même, trop fier, incapable de rester objectif, avoir trop de caractère, s'énerver, ne pas prendre de recul pour réfléchir objectivement à l'objectif et à la façon de s'en emparer en enregistrant le moins de pertes possible. Perdre son courage, sa foi, son espoir, devenir pessimiste, perdre sa confiance en ses subordonnés et en ses supérieurs, sont les qualités morales qui mettent un commandant en danger. La guerre n'a pas changé d'un iota depuis les Grecs, depuis Wellington face à Napoléon. Elle est exactement la même. La seule chose qui a changé, c'est qu'elle va plus vite et tue plus. Mais les qualités nécessaires pour réussir en tant que commandant
sont aussi importantes aujourd'hui qu'en 600 avant Jésus-Christ. En fin de compte, la nature de la guerre demeure la même. Un combat entre des hommes et des femmes, des organisations rivales. Et il s'accentue pour imposer un maximum d'exigences à tous ses participants. En ce sens, le commandement a une dimension intemporelle.